Bonjour les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous teste des objectifs de gamme cinéma. La dernière vidéo sur les Meike Full Frame vous a plutôt plu, ça a l'air de vous avoir intéressé. Et bien aujourd'hui, ça change pas, je vous teste toujours des objectifs de cette marque, je vous teste les Meike Mini Primes. La marque m'a envoyé 5 optiques, il y a un 10 mm, un 35 mm, un 50, un 65 et un 85. Donc on a clairement une belle plage de focale. Donc cette série d'optiques, elle couvre pas le plein format, mais elle couvre les capteurs donc Super 35 APS-C. Alors ils existent en plusieurs montures, Fujifilm X, du Sony E, du Micro 4 tiers, mais plus récemment ils ont ressorti cette série d'optiques en monture RF. Donc c'est compatible par exemple avec une C70 ou encore une Red Komodo. Et justement dans cette vidéo je vous teste ces 5 optiques en monture RF directement sur la Red Komodo. D'ailleurs c'est l'occasion de la tester pour la première fois, mais il y a plein d'autres contenus qui vont arriver sur la Komodo. Alors on peut déjà parler du prix parce que en soi c'est plutôt une gamme d'objectifs abordables, en tout cas pour une série cinéma. Pour vous donner un ordre d'idée, le set complet avec les 5 focales, on peut le trouver aux alentours de 2200 €. Donc c'est quand même très accessible, on est environ à 420 € par objectif, il n'y a que le 10 mm qui est un petit peu plus cher comme c'est le plus récent. Donc là on est vraiment sur de l'entrée de gamme, une série grand public on va dire, et si vous cherchez à investir dans un premier set d'optique cinéma relativement abordable, pour commencer je pense que là on a plutôt une bonne référence. Et en plus de ça, comme le nom l'indique, Mini Primes, on a vraiment une série d'optiques qui est très petite, très compacte. Et d'ailleurs ça va très bien avec des boîtiers hybrides ou encore avec ces nouvelles petites caméras comme la C70 ou présentement la Red Komodo. Là la caméra est un peu accessoirisée, mais on pourrait même l'accessoiriser encore moins. Je pourrais enlever l'adaptateur batterie et mettre 2 batteries natives. Et là on a un petit setup un peu passe-partout, run and gun, que tu peux monter sur du gimbal. On a un ensemble plutôt réduit. Donc ça c'est vraiment la caractéristique de ces objectifs. Je vous le montre à côté d'un objectif full frame que j'ai testé la dernière fois. Tu vois que c'est pas du tout la même taille. Je vous affiche aussi le poids de chaque objectif. Donc malgré leur taille, ils pèsent quand même un peu, mais ça c'est normal, hein, c'est une des caractéristiques d'un objectif cinéma. Ils sont censés être plus robustes, plus résistants qu'un objectif photo. Et sur cette gamme d'optiques, ils ont une construction tout en métal. Si je vous montre les objectifs côte à côte, on a un set plutôt homogène au niveau de l'ergonomie. Ils n'ont pas exactement le même poids, pas exactement la même taille, mais ils sont quand même très proches. Ils peuvent tous recevoir également des filtres de 77 mm. Alors sur le corps de l'objectif, on a une bague pour contrôler le diaph. L'ouverture max, quant à elle, pour toutes ces optiques, elle est à T2.2 et ça va aller jusqu'à T22. On a également une bague de mise au point avec des repères métriques et impérial. Chose à savoir, les mesures sont affichées du côté du cadreur mais pas de l'assistant opérateur. Au niveau de la bague de mise au point, elle a une distance de rotation de 270 degrés. Donc ça permet d'effectuer une mise au point beaucoup plus précise. Je vous montre différentes bascules de mise au point avec ces objectifs. Alors au niveau du focus breathing, qu'est-ce que ça dit? Eh bien pour le 10 mm, il est assez léger. Voilà, c'est pas très marqué. Il y en a un tout petit peu si on prend des repères dans l'image. On sent que voilà, il y a un léger décalage, mais ça reste quand même assez léger pour le 10 mm. Au 35 mm, il n'y a pas l'air de trop en avoir. On a l'impression que la taille du sujet grandit quand il devient flou, mais il reste à sa place. Donc il n'y a pas l'air d'avoir trop de changements de focale au 35 mm. Pour le 50 mm, il y en a peut-être légèrement plus et encore. Pareil, ça a l'air d'être assez bien géré. Peut-être un très léger changement, si on regarde les livres un petit peu, voilà, on a l'impression que ça bouge un peu. Mais encore une fois, ça reste assez discret pour du focus breathing. Pour le 65 mm, c'est la même chose. J'ai pas l'impression qu'il y en ait trop. On a une petite profondeur de champ là à T2.2, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop voilà, de changement de focale par rapport à la bascule de point. Et au 85 mm, encore une fois, j'ai l'impression que c'est la même chose. Le sujet reste sur place même quand il devient flou. De manière générale, le focus breathing pour cette série d'optiques, ça a l'air plutôt bien maîtrisé. Alors ensuite, autre détail important pour un objectif, c'est la distance minimale de mise au point. Alors vous allez voir que sur cette série, elle n'est pas extraordinaire, je trouve, la distance minimale. Là, au 10 mm, elle est à 30 cm, donc ça va être la plus petite distance minimale de mise au point, mais on est toujours au 10 mm, donc le sujet a l'air
quand même assez loin. Au 35 mm, elle est de 51 cm. Donc ça s'éloigne. Alors avec le 35 mm, voilà, on est un petit peu plus proche du sujet, mais on va pas pouvoir aller sur du très gros plan, sur vraiment un plan de détail. Au 50 mm, c'est quasiment la même chose. Tu vois que la valeur a pas beaucoup évolué par rapport au 35 mm. Donc là, elle est de 60 cm. Au 65 mm, on est à 68 cm de distance minimale de mise au point. Donc on se rapproche toujours un petit peu plus du sujet, mais on n'est pas encore sur du très gros plan. Et puis au 85 mm, c'est quasiment la même chose parce que la distance passe à 90 cm. Donc voilà, ça c'est un petit détail à savoir. La distance minimale de mise au point est pas incroyable. On n'est pas là sur une prise de vue macro. Ensuite, je vous ai testé le flair, donc là je me suis mis à distance et puis j'ai utilisé carrément voilà, un petit projecteur LED avec un bol réflecteur pour qu'on ait un exemple de lumière quand même assez marqué. Alors là, avec le 10 mm, c'était difficile d'être sur un coin de l'image, donc c'est peut-être pour ça que le flair est un peu moins marqué. Il y a une toute petite image fantôme, bien sûr j'étais à la plus grande ouverture, donc T2.2. Ensuite, au 35 mm, là, il y en a déjà un petit peu plus. On peut voir quelques images fantômes et le flair, voilà, qui vient s'installer au milieu. C'est pas énorme, mais il y en a un petit peu, donc voilà, c'est bon de le savoir. Alors j'ai fait le test aussi, vous voyez là, quand j'arrive à T2.8, déjà on a quasiment plus de flair. T2.2 il est là, T2.8 on en a beaucoup moins. Donc juste en fermant légèrement l'ouverture d'un diaph, ça suffit quasiment à éliminer le flair. Pour le 50 mm, le flair, là encore, est assez présent. Il y a un petit peu d'images fantômes, mais elles n'ont pas l'air trop marquées. Et puis voilà, on a du flair, hein, on a un petit voile qui s'installe dans l'image, mais encore une fois en fermant le diaph, donc déjà juste en passant à T2.8, ça suffit à éliminer le flair. Au 65 mm, là il est quand même beaucoup plus marqué que les autres focales qu'on a vues jusqu'à présent. Il y a toujours un petit peu d'images fantômes, mais bon, on pourrait dire qu'elles sont assez discrètes. Ce qui est le plus marqué, voilà, c'est vraiment le voile, le flair, voilà, en plein milieu de l'image. Et en fermant le diaph à T2.8, on en a déjà beaucoup moins. Donc T2.2, T2.8, ça peut se corriger assez facilement. On a une pleine ouverture, évidemment, qui est disponible, mais à faire attention, voilà, en plein soleil, si on a une lumière assez directive dans l'objectif, il faudra faire attention à tout ça. Et puis au 85 mm, c'est la même chose, pas mal de flair, encore une fois, à pleine ouverture, donc T2.2, et là, il y a très peu d'images fantômes. Et en fermant le diaph au 85 mm, à T2.8, il commence à descendre, mais il faudra plutôt monter à T4 pour qu'on en ait beaucoup moins. Donc le 85 mm est peut-être un peu plus sensible au flair. Alors ensuite, j'ai voulu faire un test de vignettage. J'ai commencé par le 10 mm. Alors il faut savoir qu'avec le 10 mm, on va être vraiment très juste dès qu'on va utiliser un filtre ou une Madbox. Par exemple, là, j'ai fait un premier test avec la Madbox Tilta Mirage. J'ai juste installé une petite bague d'adaptation pour pouvoir fixer la Madbox. Et là, sur le plan avec la Red Komodo, eh bien, on peut voir quand même un vignettage assez marqué. Au 10 mm de base, il n'y a pas de vignettage, mais dès qu'on va rajouter une Madbox qui va aller un petit peu trop sur l'avant, eh bien, le vignettage va apparaître. En tout cas, sur le 17/9 en 6K, donc là, on est vraiment sur toute la taille du capteur de la Komodo. Et là, on observe clairement le vignettage. J'ai voulu faire un autre test avec un filtre ND variable. Donc là, c'est le Nisi, mais comme je ne l'ai pas en 77 mm, qui, je rappelle, est le diamètre de tous ces objectifs, donc j'ai utilisé une bague d'adaptation du 82 mm au 77 mm. Et là encore, on a un petit vignettage assez marqué, toujours en 6K, en 17/9. Alors je pense que si je change le format de la Komodo, si je passe par exemple sur le 16/9, le vignettage va quasiment disparaître. Et puis j'ai refait un test, mais cette fois-ci sans bague d'adaptation. J'avais un filtre en 77 mm, c'est un Polar Pro, et je l'ai donc fixé directement sur l'objectif sans bague d'adaptation. Et là, on peut voir qu'il y a quasiment plus de vignettage. Il y en a quand même un très léger sur le bord de l'image, mais voilà, un léger recadrage, petit zoom en montage, et ça suffirait à l'éliminer, d'autant plus qu'on est en 6K. Mais voilà, c'est quand même un peu dommage par rapport à ce 10 mm. En tout cas, avec la Red Komodo, il faudra mieux filmer en 16/9. Donc après, je vous ai fait le test de vignettage classique. Donc au 10 mm, il est quand même assez marqué. On a le petit point chaud au centre et on a pas mal de vignettage. Là, je suis à pleine ouverture. En fermant le diaph, il commence à diminuer, et à T4, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus homogène. Donc là, on est à T2.2. On arrive ensuite sur du T2.8 et du T4. Et là, il va être un peu plus homogène. Donc voilà, pour le 10 mm, il est assez marqué. 35 mm,
c'est pareil, peut-être un peu moins marqué que le 10 mm. Et dès qu'on arrive à T2.8, il va diminuer et à T4, il y a quasiment plus de vignettage. Mais voilà, à pleine ouverture, il est quand même assez marqué, même pour le 35 mm. Ensuite, au 50 mm, c'est la même chose, mais c'est un peu moins marqué cette fois-ci, je trouve. Il y a du vignettage, mais dès T2.8, on a quelque chose de beaucoup plus homogène. À T4, ça l'est encore plus, mais c'est vraiment à pleine ouverture, donc T2.2, que là, on a un peu de vignettage et je pense que ça va être comme ça sur toute la série. Au 65 mm, c'est la même chose, petit point chaud au milieu et un peu plus de vignettage sur les côtés. Heureusement, dès qu'on arrive à T2.8, il se calme quand même pas mal et à T4, on a un rendu plutôt homogène, donc ça c'est à savoir, il y a un petit vignettage à pleine ouverture, mais il se calme assez vite en fermant l'ouverture. Et puis enfin, au 85 mm, c'est la même chose. Le vignettage est quand même assez marqué sur les bords à pleine ouverture. Dès T2.8, on a quelque chose de beaucoup plus homogène et à T4, encore une fois, ça l'est encore plus. Donc c'est la même chose sur tout ce set d'optique, hein. On a un vignettage assez marqué à pleine ouverture. Alors ensuite, je vous ai fait une petite comparaison en focale. Donc là, on est au 10 mm, hein. On a quelque chose de quand même très large, sachant que je suis vraiment pas loin. J'étais peut-être à 1 mètre, 1 mètre 50 du sujet, là, de la maquette de bateau. Ensuite, au 35 mm, évidemment, on fait un bond en avant, hein, il y a tout qui se resserre, on a un peu plus de compression avec la focale. Ensuite, on a le 50 mm, pareil, on se rapproche petit à petit du sujet. Je crois pas que j'étais à pleine ouverture, je devais être à T2.8, peut-être T4, et on a quand même un beau flou d'arrière-plan. 65 mm, on se rapproche. Alors là, pour les deux dernières focales, donc le 65 mm et le 85 mm, en fait, j'ai triché un peu parce que j'ai dû reculer la caméra parce que j'avais pas bien anticipé la distance minimale de mise au point, et du coup, j'avais pris une position un petit peu trop proche du bateau, ce qui fait que sur le 65 et 85, au début, je pouvais pas faire le point, voilà, sur les cordages, là, sur la coque. Donc j'ai triché, j'ai reculé un peu la caméra, et vous allez voir que pour le 85 mm, bah, c'est la même chose. On a l'impression que la focale n'a pas évolué, que la valeur de plan n'a pas bougé, mais c'est parce que j'ai compensé, j'ai dû reculer la caméra parce que la distance minimale de mise au point m'en empêchait. Alors au niveau des distorsions, qu'est-ce que ça donne? Au 10 mm, il y en a quand même un peu. Alors là, c'est plutôt une distorsion en moustache, ça part un peu en coussinet et ça finit en barillet. Ensuite, au 35 mm, on a une petite distorsion en barillet, mais ça reste assez léger. Au 50 mm, ça va être la même chose, petite distorsion, hein, sur les bords en barillet, mais encore une fois, c'est pas trop marqué, ça va pas être trop visible. Pour le 65 mm, là, il y en a quasiment pas. Voilà, très légèrement sur les bords, légèrement courbé, mais ça se remarque quand même assez peu. Et au 85 mm, c'est la même chose, ça partirait même très légèrement en coussinet, mais c'est vraiment très léger. Donc les deux dernières focales, voilà, on a très peu de distorsion. Ensuite, j'ai fait un test d'homogénéité, j'ai sorti la tenue, enfin une partie de la tenue du rôdeur avec l'épée en mousse, parce que pour escoper, hein, faut faire gaffe. Et l'idée, c'est de voir si le set est plutôt homogène. Donc j'ai pas modifié la lumière, hein, j'ai fait le même étalonnage et j'ai passé les optiques les unes à la suite des autres. Et voilà, là j'ai l'impression que le rendu est quand même plutôt homogène. L'idée, c'est de voir surtout au niveau de la carnation des tons de peau, voir s'il n'y a pas une des optiques qui est un peu plus magenta, l'autre un peu plus green. C'est un détail quand même très important quand on a un set d'objectifs, de savoir si le parc optique est bien homogène. Et voilà, là avec la comparaison, ça va être plus simple à observer. J'ai essayé d'afficher les images des 5 optiques et tu peux voir que bah, au niveau des tons de la peau, on a l'impression qu'on est un petit peu, hein, sur la même chose, la même teinte, la même température. Donc à ce niveau-là, pas trop de soucis, on a un jeu d'objectifs qui est plutôt homogène, j'ai l'impression. Allez, à présent, je vous montre des plans pris avec la Red Komodo et ses différentes optiques.
Donc au niveau du prix, on en a parlé, ils sont quand même plutôt abordables pour une gamme cinéma. Alors après, on n'est pas sur du haut de gamme non plus, donc on a une formule optique qui est adaptée, elle est moins complexe, on a un petit peu de vignettage sur l'ensemble du parc optique, on a un peu de distorsion, on a un peu de flair, un peu d'image fantôme à pleine ouverture, mais à part ça, ils font le taf, ils sont quand même assez intéressants, et surtout ils sont très compacts, donc ils vont s'adapter assez facilement dans un setup, par exemple sur un gimbal ou en run and gun à main levée, si vous voulez un ensemble pas trop lourd, ça peut être une option intéressante. En plus de ça, j'ai l'impression que les 5 optiques sont plutôt homogènes entre elles au niveau de l'image, ils ont le même diamètre au niveau du filtre, donc voilà, pas besoin d'acheter différentes bagues d'adaptation. Donc voilà, plutôt une bonne impression. De manière générale, chez Mackie, ils font plutôt du bon boulot. Ils proposent maintenant pas mal de solutions pour s'équiper en gamme optique cinéma, en tout cas sur de l'entrée de gamme. Ils ont leur série plein format qui reste abordable, ils ont une série Super 35 et on a la série Mini Prime qui couvre également les capteurs APS-C Super 35. Donc là, je vous les ai testés en monture RF, mais il y a de la monture micro 4 tiers, du Sony ou encore du Fujifilm. Alors j'ai encore un autre produit à vous tester, mais je vais vous en parler dans une autre vidéo, c'est leur adaptateur EF vers EOS R. Alors là, ça collait pas parce que c'est déjà des objectifs en monture RF, mais si vous avez pas mal d'objectifs en monture EF, eh bien un de ces adaptateurs va être très intéressant, d'autant plus que cet adaptateur intègre des filtres neutres à densité variable. Donc c'est une option supplémentaire par rapport à la bague de chez Canon. Alors je vais vous faire une vidéo là-dessus, mais vous allez voir, ils sont moins chers et ils ont même peut-être moins de changements de teinte au niveau du filtre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire un retour dans les commentaires. Qu'est-ce que vous utilisez au niveau des objectifs cinéma en ce moment? Est-ce que vous avez déjà essayé cette série d'optiques? Est-ce que vous testez une autre gamme de chez Mackie? Voilà, n'hésitez surtout pas à faire un retour d'expérience dans les commentaires. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!